Et voilà. Merci beaucoup. Bonsoir. Content d'être ici au Festival des Libertés. Donc le titre parle de l'irrésistible normalisation de la contestation. Je trouve que c'est un très bon titre. En même temps, il y a aussi une répression absolument brutale et terrible de la contestation. Il y a en fait du côté du pouvoir la combinaison de la répression, le bâton, et la carotte, c'est-à-dire une stratégie d'intégration de ceux et de celles qui portent la contestation. Et il y a une capacité extrêmement grande, puissante, de la part du véritable pouvoir dans cette société d'intégrer effectivement et de normaliser les contestations. Donc, le nombre de forces politiques, par exemple, qui annonçaient, on peut parler au cours des 2 siècles de lutte sociale et d'émancipation, qui annonçaient un changement radical et qui, se trouvant dans une situation de pouvoir, ont été intégrés au système et n'ont fondamentalement rien changé, le nombre d'exemples est impressionnant, du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui. Et donc, ceux qui occupent réellement le pouvoir dans cette société, à la fois répriment la contestation, et nous vivons une période d'accentuation de la répression, et le prétexte de la lutte contre le terrorisme a donné des ailes à ceux qui voulaient mettre fin à toute une série d'exercices de droit, et ça s'est traduit dans des législations et dans des pratiques que nous avons vécues en Belgique, en France et dans des tas de pays. Donc il y a une répression de la contestation, mais il y a effectivement, à chaque grande vague de contestation, une capacité d'intégration. Et on est en train maintenant de vivre une situation tout à fait, un cas de figure tout à fait pratique au lendemain des élections du 14 octobre, dans la partie wallonne et bruxelloise du pays. C'est-à-dire que, alors que à Bruxelles et en Wallonie, il y a manifestement un tournant significatif à gauche, le PS perd, mais le PTB et d'autres forces gagnent beaucoup plus que ce que le PS perd. Et dans toute une série d'endroits, l'addition de ceux qui restent dans les votes PS, plus le PTB, plus d'autres initiatives qui, à certains endroits, ont été présentes, comme dans ma ville, à Liège, il y avait à la fois une liste PTB, il y avait Vert Ardent, il y avait Vega, il y avait, je dirais, 3 listes plus ou moins à la gauche du PS, et le tout s'est renforcé avec une chute du PS. Et vous savez comme moi, ici à Bruxelles, avec la proposition de Cathy Moureau, c'est ça, au PTB, et dans d'autres villes, que le dilemme qui se pose pour le PTB, dont je ne fais pas partie, pour ceux qui ne le sauraient pas, ici dans la salle, le dilemme du PTB, c'est est-ce que, sur la base d'excellents résultats électoraux, où le nombre d'élus à Bruxelles passe de, si je ne me trompe pas, de 2 à 36 élus, est-ce que le PTB fait le choix d'aller au pouvoir municipal? Et c'est un dilemme. La réponse que le PTB va donner va être extrêmement importante pour l'avenir. La réflexion aussi pour moi, c'est qu'est-ce que le pouvoir? C'est-à-dire, où est le pouvoir? Est-ce que le pouvoir, je vais revenir à cette question de la Belgique aujourd'hui, de la Wallonie, de Bruxelles, etc.
Mais est-ce que le pouvoir, c'est le conseil municipal? Est-ce que c'est le majorat? Est-ce que le pouvoir, c'est le Parlement? Est-ce que le pouvoir, c'est le gouvernement? Ben, non, le pouvoir, il situe le cœur du pouvoir. Il se situe dans la propriété des grands moyens de production, dans la propriété de la finance, dans la propriété des médias. Et les instances de l'État, du municipal au gouvernement national, sont des instances qui participent du pouvoir, mais ne sont pas le lieu stratégique et central du pouvoir. On peut arriver au gouvernement, une force dite de contestation ou de rupture peut arriver au gouvernement, Allende au Chili, plusieurs expériences de gauche en Amérique latine, Syriza en Grèce, et se rendre compte qu'elles ne détiennent pas les leviers du pouvoir et qu'elles sont sous la contrainte des forces réellement du pouvoir. Donc il faut définir aussi ce que c'est le pouvoir. Mais je reviens à la situation politique présente. Je pense que une force comme le PTB aurait tout à fait raison de refuser d'entrer dans des majorités municipales si une série de conditions minimum ne sont pas remplies. C'est fondamental, par exemple, dans les revendications, les propositions avancées, de dire il faut 25% ou 30% de logements sociaux dans les projets de construction immobilière, et ça doit être un élément clé au niveau des grandes villes, notamment. Il faut se refuser d'accepter les contraintes budgétaires imposées par les traités européens et acceptées par le gouvernement fédéral. C'est des éléments, pour moi, absolument fondamentaux. Si aller dans une majorité municipale implique d'accepter qu'on va respecter les contraintes budgétaires fixées par le gouvernement fédéral en application des traités européens, eh bien, accepter cela, c'est renoncer dès le début au changement. C'est normaliser la contestation. Et ça, on l'a vécu déjà à plusieurs reprises. J'ai vécu l'arrivée des écolos au pouvoir de la ville de Liège en 1982. J'étais à ce moment-là travailleur à la ville de Liège. Et les écolos qui arrivaient, il y avait 2 endroits en Europe où les écolos accédaient au pouvoir dans une ville, c'était Francfort, où Daniel Cohn-Bendit était un des dirigeants des Grünen, des Verts allemands, et les Verts, les écolos à Liège. Et dans les 2 cas, mais surtout à Liège, pour être au pouvoir avec le Parti socialiste, ils ont accepté d'imposer un programme d'austérité. Et ils se sont normalisés à une vitesse V'. Et écolo est dans cette normalisation. Évidemment, quand on entend quelqu'un comme Philippe Lambert sur les ondes de la RTBF dire que c'est très bien de faire des majorités en tant qu'écolo avec le MR, ou avec le CDH, ou avec le PS, ben, ça indique le niveau de normalisation d'une telle force politique. Or, Philippe Lambert est plutôt l'aile critique chez les Verts. Donc en fait, pour une force politique qui représente à un moment donné, au niveau de la société, qui traduit quelque part une volonté de changement radical, il n'est pas possible de faire une transaction, de transiger là-dessus, sous le prétexte que ce serait pire de ne pas être dans une majorité. Il vaut mieux, dans une série de cas, prendre le parti, pas au sens partidaire, mais prendre le parti de la contestation, de se dire nous représentons
manifestement un courant important de la population et nous voulons, à partir de la mobilisation au niveau de la base, contribuer à résister à la normalisation et à la perpétuation de l'austérité et des réformes structurelles néolibérales. Et donc ça, c'est des choix, évidemment, extrêmement difficiles à faire. Et sachant que, de toute manière, être au pouvoir dans une ville, même dans une grande ville, ce n'est que être dans un sous-secteur de l'appareil d'État qui n'est lui-même qu'un élément du pouvoir dans la société globale. Donc pour moi, c'est extrêmement important. Et ce que je dis là, ben, ça se vit. Alex Merlo qui va parler après moi. Mais Podemos, avec d'autres forces, ont gagné les élections municipales dans une centaine de villes en Espagne en 2015. Podemos, avec d'autres forces, sont arrivés au pouvoir municipal à Barcelone, à Madrid et dans d'autres villes. Et qu'est-ce que ça donne? Il faut tirer un bilan. Je pense effectivement qu'il y a là, qu'il ait raison, que c'est correct, comme l'indique le titre, qu'il y ait une normalisation de la contestation. Je m'explique. Quand on arrive au Mayorat, et dans le cas de Podemos et de ses alliés, ils sont arrivés à avoir la mairie carrément. La maire de Madrid, Manuela Carmena, la maire de Barcelone, Ada Colau, sont issus du mouvement. Et Ada Colau, en plus du mouvement de lutte contre les expulsions de logements dans le cas des questions de dette hypothécaire abusive. C'est un gouvernement municipal minoritaire dans les deux cas, et on voit qu'il y a un phénomène de normalisation. Et que par exemple, si on arrive au pouvoir municipal et qu'on ne se pose pas la question de remettre en cause l'austérité imposée par le gouvernement, on est dans des limites de contraintes budgétaires où, grosso modo, on gère la misère financière. On peut améliorer les conditions de vie certainement des plus opprimés, des plus exploités, des plus pauvres. Mais pauvres, c'est juste un qualificatif. C'est d'abord des personnes exclues activement, exploitées, opprimées. On peut bien sûr améliorer, mais aussi on rentre dans une logique où on dit ben, on a fait de son mieux dans le cadre de la marche qu'on avait. Et on commence à théoriser là-dessus. Parce qu'il faut présenter un bilan positif. Et donc on ne va pas parler des très gros problèmes qui empêchent les changements réels. Bon, maintenant, je n'en déduis pas qu'il ne faut pas participer au pouvoir. Je dirais, si on prend un autre angle d'attaque, qui est celui de Holloway, si je partais de sa réflexion et si je pouvais faire le constat, si on peut changer la société sans prendre le pouvoir, ben évidemment, il ne faut pas le prendre. Parce qu'il corrompt, parce que... toute une série de conséquences. Le problème, c'est que vous pouvez changer autour de vous, au niveau communautaire, un peu, beaucoup, la société, mais vous ne changez pas radicalement la société. Comment, si votre pays a des centrales nucléaires, ce n'est pas par un travail simplement communautaire de changement dans sa manière de vivre, en créant des circuits locaux, en ayant un autre rapport au logement, à l'éducation, aux relations sociales, en faisant du commerce équitable,
les centrales nucléaires dans votre pays, à Tihange et à Doul. Si vous n'occupez pas à un moment donné le pouvoir, là, le pouvoir, il a la possibilité de le fermer. Le gouvernement a la possibilité de le fermer. Les têtes nucléaires à Kleinbrogel, il y en a 125, des têtes nucléaires, des armes nucléaires nord-américaines. Vous pouvez changer des choses autour de Kleinbrogel au niveau communautaire, mais si vous n'avez pas une force au gouvernement qui dit « je romps l'accord avec les États-Unis » qui permettent à ces accords de stocker des têtes nucléaires à Kleinbrogel, il n'y aura pas de changement. Vous ne pouvez pas aller détruire, vous ne pouvez pas aller fermer à partir de la base des centrales nucléaires ou désarmer des ogives nucléaires sur une base militaire. Vous pouvez y compris pas imposer 30% de construction de logements sociaux et une réorientation complète d'un budget et des emplois non précaires dans les secteurs principaux où l'emploi existe. Vous pouvez, dans l'associatif, et je suis actif dans l'associatif, on crée des emplois non précaires. En tout cas, là où je suis, notamment au CRDTM, on crée des emplois plein temps, il n'y a pas de titre-service, c'est des emplois où strictement le salaire net correspond à ce qui est prévu dans les conventions, où on diminue l'horaire de travail, etc. Mais on n'est pas en train de changer par l'associatif, avec ce qu'on fait là, ce qui se passe dans la fonction publique en Belgique. Donc je pense, si on pouvait changer la société sans prendre le pouvoir, il ne faut pas prendre le pouvoir. Le problème, c'est qu'on ne peut pas changer radicalement la société sans prendre le pouvoir. Or, je ne sais pas combien de temps il me reste, toutes les expériences, effectivement, où le pouvoir, y compris, a été pris de manière radicale, se sont mal terminées. Ça, il faut le reconnaître aussi, évidemment. La révolution bolchevique n'a pas donné les résultats et rapidement a dégénéré. Tu as parlé de Trotsky, de la révolution trahie, mais on peut prendre toute une série de révolutions. Donc, effectivement, il est logique de se dire, dès lors, s'il faut quand même se poser la question du pouvoir, et si quand on a pris le pouvoir de manière radicale, c'est-à-dire un gouvernement qui non seulement modifie les règles du gouvernement, mais aussi prend le contrôle des grands moyens de production, si ça n'a pas donné des résultats, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc pour moi, là, la réflexion, c'est il faut combiner une stratégie qui n'évite pas la question de prendre le pouvoir, et le pouvoir y compris économique, mais de manière à ce qu'il soit exercé avec la participation absolument active de la population, des citoyens, des citoyennes, des travailleurs, de tous les éléments de la société. S'il n'y a pas l'auto-organisation, s'il n'y a pas le contrôle ouvrier, s'il n'y a pas la dynamique d'autogestion, toute politique de conquête, entre guillemets, du pouvoir, pour ensuite, à partir du haut, changer radicalement la société, ne pourra pas donner de résultats. Et donc, il faut en revenir, pour moi, là, à des fondamentaux. Je sais que les héritiers de Marx en ont fait une caricature, mais Marx, quand il proposait une société communiste, il parlait de l'association libre des travailleurs libres. C'est-à-dire la liberté des travailleurs libres de s'associer et des producteurs, et une construction à partir de là. Et il s'est enthousiasmé pour la Commune de Paris, sûrement avec une formule malheureuse, parce qu'il a dit, vous voulez savoir ce que c'est la dictature du prolétariat? Bien, c'est la Commune de Paris. Et on a retenu dictature du prolétariat et pas la Commune de Paris. Mais la Commune de Paris était une structure plutôt, justement, basée sur la société. Ceci dit, une structure, et là, ça vient dans mon domaine, le domaine de la dette, le domaine de la finance,
les communards, la Commune de Paris en 1871, comme l'a écrit Lisa Garet et Marx et d'autres, la Commune de Paris s'est arrêtée devant la Banque de France et n'y a pas touché. Donc un gouvernement, même très radical, qui arrive au pouvoir et qui a peur et qui ne s'attaque pas à la finance, qui ne prend pas le contrôle de ces secteurs-là, ne pourra pas changer la société. Et donc, je reviens alors, et on a fait référence à la Grèce. Bon, j'ai effectivement coordonné les travaux de la commission d'audit qui avait été instituée par la présidente du Parlement grec. Et donc, j'ai vécu en Grèce une partie du premier semestre 2015 et j'avais de nombreux contacts avant. Et avant cela, j'avais participé à l'audit de la dette de l'Équateur en 2007-2008, dans une expérience tout à fait intéressante. Mais ce que je peux vous dire sur la Grèce, c'est que Alexis Tsipras, en fait, et le noyau autour de lui, avaient décidé de effectivement être au gouvernement, mais de gérer le pays en acceptant toutes les contraintes. C'est-à-dire refuser l'affrontement avec les dirigeants européens, refuser ou tenter d'éviter l'affrontement avec les créanciers, ne pas toucher au grand capital grec, ne pas toucher à l'église orthodoxe grecque. Le grand capital grec, c'est les armateurs, c'est le secteur des grands médias, de la finance et du commerce, parce que l'industrie, un secteur capitaliste industriel en Grèce, donc peut-être trop de concessions par rapport à des groupes d'intérêt. Simplement, il a même strictement renoncé à l'affrontement. Et donc là il y avait la normalisation a opéré immédiatement. Quand tu es dans une stratégie qui refuse l'affrontement, alors qu'en face, on te défie et on te dit clairement, du côté du pouvoir, on ne fera pas de concessions, et que tu t'adaptes à cela, tu aboutis à ce qui s'est passé, pour moi, qu'on peut appeler trahison, à savoir quand, après 6 mois de tractation, de négociations sans affrontement, Tsipras convoque le 27 juin un référendum pour le 5 juillet 2015 qu'il appelle à voter non contre les diktats des créanciers et que 61,5% des Grecs votent non, que le lendemain, Tsipras se réunit avec les 3 partis qui avaient appelé à voter oui, puis se rend à Bruxelles où il capitule devant Juncker le 12 juillet, on peut parler de trahison. Il y a normalisation et même trahison dans ce cas-là. Je me permets d'attirer l'attention sur le fait que les 20 minutes sont alors finies. Mais on aura tout à fait l'opportunité de revenir encore après pour approfondir, notamment s'il y a des questions du public dans ce sens.